Donc, le plaisir peut-il nous guider? Vous imaginez bien que, si je pose cette question, c'est que non, que le plaisir peut nous égarer. Alors, il y a une temps à peu près. Tu trouves 3 minutes. Enfin, on va dire 20 minutes, c'est bien quoi, 20 minutes. Alors moi j'ai une philosophie, pour être en arrière-plan de cette question, une philosophie au niveau notamment des sens, parce que je m'intéresse beaucoup à la question des sens. Et la question est de savoir quel est le rôle des sens, quel est le rôle de la vue, quel est le rôle de l'ouïe, à quoi ça sert en premier lieu, les sens, à quoi ça nous sert. Alors effectivement, les sens, on peut penser que les sens nous permettent d'avoir du plaisir. Mais est-ce que c'est vraiment la vocation des sens de nous apporter du plaisir? Moi, je réponds que j'ai une approche plutôt anthropologique. Je pense que si nous avons des sens, c'est pas pour nous donner du plaisir. C'est plutôt pour nous alerter. Donc, c'est pas du tout la même chose. Les sens sont là pour nous alarmer, pour nous dire que quelque chose cloche, quelque chose ne va pas. Il faut être vigilant, il faut se méfier. Donc, utiliser ces sens pour aller vers le plaisir, alors que ces sens sont là pour nous mettre en garde. Par exemple, les exemples ne manquent pas de l'usage de la fonction sensorielle pour nous prévenir. Par exemple, si quelque chose a une mauvaise odeur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si la mauvaise odeur, le fait que votre odorat soit perturbé, c'est le signe que quelque chose n'est pas comme ça doit être. Si quelque chose a un mauvais goût, il faut aussi penser que ça doit vous inquiéter et vous dire qu'il vaut mieux vous méfier. S'il y a une dissonance au niveau de l'audition, on peut aussi s'inquiéter, on peut aussi s'alarmer. Et visuellement, on peut aussi être attiré par une dissymétrie, quelque chose qui n'est pas cohérent, qui ne tient pas, qui n'est pas harmonique. Tout ça peut nous alarmer. Donc, d'un point de vue sensoriel, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. C'est un exemple concret de dissonance sonore. Oui. D'un point de vue, oui, voilà, il y a une dissonance sonore, là, effectivement. D'un point de vue sensoriel, tous nos sens sont là pour nous protéger et nous alarmer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, le plaisir peut, en quelque sorte, nous masquer le danger, peut nous masquer le problème. Et là encore, qui ne peut pas nous guider, ça, on peut, par exemple, moi j'aime bien les exemples pris au niveau alimentaire, au niveau de la cuisine, on peut vous fournir un plat, vous avez l'impression que vous avez du plaisir à déguster ce plat, et en réalité, ce plat est constitué par exemple d'une viande avariée, mais dont le goût aura été caché par une sauce, etc. Et donc là, le plaisir va vous empêcher de percevoir le danger. Là, donc c'est pour vous dire que le plaisir n'est pas forcément de bon conseil. Il peut nous égarer, nous fourvoyer et surtout nous distraire de la priorité qui est de percevoir ce qui ne va pas. Alors on pourrait aussi comme ça, donc moi ça m'intéresse beaucoup aussi, c'est l'imposture, tous les trucs qui nous empêchent, tous les expédients qui nous empêchent de capter le problème, on nous dissimule le problème. Je prends notre exemple, une personne qui n'arrive pas à s'exprimer, disons, mais elle va lire un texte qu'on a écrit à sa place et elle va le lire. On se dit, bon, c'est un texte intéressant. Mais il se trouve que malgré tout, c'est un texte intéressant, mais qui va faire écran entre la personne et nous, parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment la personne avec
pourrait effectivement être complètement déficiente à la limite, hein, donc dont les propos, s'ils étaient libres, seraient inquiétants, ou en tout cas nous laisseraient un petit peu dans une sorte de méfiance, mais comme elle va lire un texte qui est intelligent, comme elle va tenir des propos intelligents, on va dire que cette personne est intelligente. Donc là aussi, ça va nous empêcher de détecter la bêtise de la personne, parce que cette bêtise sera masquée par le fait qu'elle se sera appropriée un texte, qu'elle lira un texte. C'est souvent le cas, notamment dans les médias, les gens lisent un texte, à la radio ils le lisent, à la télévision c'est sur un écran, ils lisent un texte qu'ils n'ont pas écrit eux-mêmes, et donc ils donnent une fausse image d'eux-mêmes. Ils nous envoient un faux message sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils sont capables de faire. Donc, et ce message peut être tout à fait plaisant en lui-même. Peut être plaisant, mais c'est un message qui va masquer qu'il y a un problème avec cette personne, et que cette personne ne peut pas compter sur elle par ailleurs, et que, ou bien elle ne comprend même pas ce qu'on dit, à la limite. Hein. On peut imaginer par exemple un Chinois qui va lire un texte en français, et qui a appris plus ou moins la phonétique du français, mais qui n'est pas capable de comprendre. Donc on croit qu'il est là et qu'il comprend ce qu'on dit. En réalité, il aura dit quelque chose en français, mais il ne comprendra pas ce qu'on dit. Ça peut être un problème à un moment donné, si on est dans une situation grave, on lui dit de faire un truc, il ne comprend rien. Donc effectivement, c'est... Excusez-moi. Ça me déconcentre. C'est moi? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Excuse-moi. Je croyais que j'avais pas fait du bruit. Oui, à la fin du compte. Excusez-moi. Là, vous créez justement, c'est intéressant parce que vous créez justement un signal déplaisant, et ma minuit est perturbé par ce fait. Excusez-moi. Perturbant, déplaisant, on va dire autrement, mais perturbant. J'emploie le mot déplaisant justement parce que ça renvoie à la notion de plaisir. Et de déplaisir. Oui, alors justement, le déplaisir, c'est une notion extrêmement intéressante, le déplaisir. D'ailleurs, j'aurais dû l'employer dès le départ, parce que c'est finalement à ça dont il s'agit, c'est le déplaisir. Il est très important que nous ayons une faculté d'être dans le déplaisir. Ça veut dire que nous faisons attention, nous captons les alarmes, que nous captons les signaux. Quelqu'un qui n'est jamais dans le déplaisir, il a son système immunitaire est probablement fragile. C'est-à-dire qu'il ne se protège pas contre les intrusions, contre les perturbations, et donc la perte du sens du déplaisir est probablement plus importante au niveau de la survie que la perte du sens du plaisir. Voyez-vous, on est quand même... Donc finalement, le déplaisir peut probablement mieux nous guider, mieux nous protéger, si on peut dire, que le plaisir. Bien qu'on n'emploie pas tellement ce mot-là en français, dire que quelque chose de déplaisant, enfin ça se dit aussi, les Anglais nous l'ont emprunté, et on a beaucoup le mot pleasant, please, qui est un mot qui vient du français plaisir. Et on dit s'il vous plaît, ça renvoie aussi à la notion de plaisir. Est-ce que vous avez du plaisir, est-ce que vous avez du plaisir à faire ce que je vous demande? Alors, en outre, certains plaisirs que nous nous accordons peuvent être dangereux. Par exemple, si nous buvons, si nous mangeons trop, si nous droguons, c'est un plaisir qui non seulement peut nous empêcher de capter l'alarme, mais qui lui-même génère des problèmes, c'est-à-dire va générer lui-même des difficultés, etc. Donc ça va aggraver la situation. Donc certains plaisirs ne peuvent qu'aggraver la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, l'autre question c'est, est-ce que parce que j'ai eu du plaisir à voir quelque chose, à entendre quelque chose, à manger quelque chose, est-ce que ce plaisir est un bon signe? Est-ce que ce plaisir est une indication, est un signal positif qu'on a quelque chose qui est valable, etc. Finalement, c'est là aussi la question qui se pose. Est-ce que le fait d'avoir du plaisir, ça peut nous dire, voilà, c'est bien, puisque... Alors, ce qui est intéressant, c'est la dialectique entre le bien et le bon. Quelque chose peut être bon, mais ne pas être bien. En anglais, on n'a pas cette différence, on a le good, mais en réalité, le plaisir est renvoie à la notion de bon. C'est bon, j'ai du plaisir. Mais au niveau éthique, ce qui est bon n'est pas forcément bien. Bien que ce soit la même
le bien, c'est un niveau moral, c'est un niveau plus global que le bon. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'un produit est bon au goût qu'il faut le manger. Et même au niveau de l'odorat, quelqu'un peut mettre un parfum, ce parfum sent bon, mais cette personne, bon, à la limite, elle n'a rien pour elle, on pourra discuter là-dessus, mais je veux dire ça peut aussi nous égarer, le parfum peut nous attirer vers quelqu'un qui par ailleurs ne nous attire pas réellement. C'est-à-dire qu'il peut créer une sorte de pseudo-attraction, pseudo-attirance, mais qui, s'il n'existait pas, ne nous aurait pas engagés vers cette personne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le plaisir peut nous inciter, nous induire en erreur. Il peut nous amener à aller vers quelqu'un vers lequel, normalement, s'il n'y avait pas eu un élément de plaisir qui a été artificiellement ajouté, en fin de compte, le plaisir, ça peut se fabriquer, le plaisir. Hein. Je mets un parfum, ça crée du plaisir. Donc là où je mets ce parfum, où que ce soit que je mette ce parfum, ça va générer du plaisir. Je mets une sauce qui est agréable, donc le plaisir, ça se fabrique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut être totalement artificiel, le plaisir. Je peux inventer du plaisir et je peux mettre du plaisir sur quelque chose, sur quelqu'un, et cette personne à ce moment-là, elle devient plaisante puisqu'elle a reçu du plaisir. Parce que voilà. Donc finalement, les hommes ont inventé des expédients qui permettent de générer un sentiment de plaisir là où normalement ils auraient été soit dans un rapport de neutralité, ils n'auraient pas été attirés, et même éventuellement où s'il n'y avait pas eu cet élément qui se serait rajouté ou qui aurait interféré, eh bien dans ce cas-là, ils ne seraient certainement pas allés vers cette personne ou vers cet objet, vers ce plat, etc. Donc finalement, nous sommes égarés facilement par cette idée-là. Donc est-ce qu'on doit se fier à notre sentiment ou notre sensation de plaisir dans notre rapport avec les gens, notre rapport avec les objets, avec les produits? Voilà la question qui se pose, n'est-ce pas? Bon. Et je dirais qu'au niveau de la survie, parce que je reviens à ma question principale, est-ce que les sens sont là pour nous donner du plaisir, ou est-ce qu'ils sont là pour nous indiquer qu'il y a des plaisirs et donc qu'il nous faut nous méfier, qu'il faut nous prévenir, qu'il faut nous protéger? Donc, finalement, c'est la question principale, c'est la fonction même de notre équipement sensoriel. Bon. Le plaisir, c'est aussi une fonction des normes. En fin de compte, quelque part aussi, je vais prendre un exemple. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un ça n'a pas une valeur absolue. Les normes varient d'un pays à l'autre. Effectivement, on peut par exemple imaginer que les Anglais ne vont pas être perturbés, vont être inquiétés par les mêmes choses que les Français, par exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même très culturel, le plaisir. C'est au nom d'une certaine culture détecter l'élément exogène, l'élément halogène. En fait, c'est aussi ça le problème souvent. Hein. Il faut détecter. Moi j'aime bien cette expression, la comparaison avec le corps humain. Nous avons des anticorps. Si notre système immunitaire ne fonctionne pas, il va nous arriver des tas de problèmes. Donc c'est le problème de l'intrusion. Détecter l'intrus, détecter celui qui a des manières qui ne sont pas conformes au groupe, qui a un comportement excentrique et qui donc, même si dans son groupe à lui ça serait possible, mais dans le groupe où il se trouve, eh bien, il génère du déplaisir, il génère des perturbations, sans le savoir, sans le vouloir nécessairement, mais il est un élément d'intrusion et de perturbation, et il est quand même très utile, sans vouloir être xénophobe, il est quand même très utile de détecter un facteur d'intrusion ou un facteur qui se présente sous une forme qui n'est pas réellement la sienne, qui se dissimule sous des apparences, c'est la fameuse expression
l'expression l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas, qui habille son corps, qui habille son langage, d'éléments qui font illusion, qui font diversion, et qui nous induisent en erreur sur la nature réelle de cette personne, ou la nature réelle de cet objet. Et d'ailleurs, il y a... si on va dans un restaurant, par exemple, le restaurant, c'est quand même un lieu emblématique de cette problématique dont je parle. C'est un peu un endroit où on peut vraiment jouer avec votre plaisir et vous faire passer des produits qui ont un intérêt extrêmement médiocre pour des choses qui sont valables, etc. Alors la question qui se pose, c'est, je prends par exemple cette preuve de la malbouffe. La malbouffe, c'est forcément lié à une forme de plaisir. Si les gens n'avaient pas du plaisir en mangeant des choses, je sais pas, des hamburgers par exemple, ben, ils ne les mangeraient pas. Et d'ailleurs, il paraît qu'on ajoute dans les hamburgers des produits pour qu'on les mange quand même. Donc voilà. Donc on peut trafiquer, on peut truquer les produits de façon à ce que les gens mangent. Alors moi, la question que je me pose, c'est, au bout du compte, la seule et vraie question qui se pose, c'est comment notre corps fonctionne par rapport à ça. Quand je dis notre corps, c'est à la fois au niveau de l'appareil génétique, mais c'est aussi au niveau cérébral. Qu'est-ce que nous infligeons à notre mental, à notre cerveau, à notre estomac, en n'étant pas suffisamment vigilant et en se laissant manipuler par des apparences, des leurres. Donc finalement, effectivement, le leurre, c'est... on détourne votre attention pour que vous ne voyez pas où est le problème. On voit ailleurs. Dans les sous-marins, par exemple, on voit des leurres pour que les porte-avions ne sachent pas où sont les sous-marins. Ou par exemple, dans les avions aussi, on envoie des leurres pour que ça passe à côté. Donc, notre corps, il est plus ou moins bien défendu par notre vigilance sensorielle. Et dans un restaurant, on peut dire que quelque part, les cuisiniers, la cuisine, d'ailleurs on emploie ce mot dans un sens aussi péjoratif, hein, cuisine, c'est tout un travail qui consiste justement à nous présenter une chose pour ce qu'elle n'est pas. Hein, et dire un produit soit qui est absolument inconsistant et qui n'a aucune valeur nutritive, aucune valeur calorifique, ou un produit qui est carrément frelaté ou qui est corrompu, mais qu'on va faire absorber par le client en lui mettant des herbes, des condiments, des épices, etc., pour que le goût ne soit pas trop marqué, etc. Ou alors inversement, des fruits qui n'ont absolument aucun goût, mais on met du sucre dessus pour qu'on puisse les consommer, etc. La question est de savoir si moi, par exemple, je prends un fruit qui n'a pas de goût, et que je lui donne du goût, qu'est-ce que va penser mon corps de cela? Mon corps, lui, à la nuit, je dirais qu'il n'en a rien à faire qu'on ait mis un peu de sucre dessus. Lui, il va manger un produit qui n'a pas les qualités voulues. C'est ça qui est important. Donc vous infligez à votre corps, à cause de cette espèce d'expédient qui va tromper l'attention, qui va tromper la vigilance, vous arrivez à consommer des produits qui ne sont pas bons pour vous, parce que on aura forcé la main, on vous aura forcé la main, et on aura en quelque sorte égaré l'attention. De la même façon, il peut y avoir des... Moi je m'intéresse beaucoup à la musique, par exemple, là, vous trouvez peut-être un exemple un peu excessif, mais il y a tout simplement... on nous propose des produits intellectuels, des produits musicaux, qui n'ont qu'une valeur très médiocre, mais on les fait passer, et on arrive à créer une atmosphère par exemple, je sais pas, on peut imaginer, par exemple, peut-être un exemple qui va peut-être pas plaire, mais imaginons par exemple que vous demandez à une très jolie femme de faire passer un message qui lui-même est totalement nul, eh bien le message passera parce que c'est une jolie femme, voyez-vous. Donc effectivement vous allez absorber, on va vous forcer à absorber un message dont la qualité intrinsèque est très médiocre, parce qu'il y aura un enrobage, parce qu'il y aura un habillage très douteux. Il y a aussi le cas des ce qu'on appelle les cadeaux bonus, c'est-à-dire que vous achetez un produit parce qu'on vous propose un petit cadeau à côté. Hein. On a acheté une lessive, mais il y a un petit soldat
ce gamocarex, il y a des trucs comme ça. Donc c'est toutes sortes de trucs comme ça pour vous faire acheter un produit à cause d'autre chose dont vous avez. Actuellement, on vend des voitures en disant voilà, grâce à la voiture, vous aurez droit à un ordinateur, je sais pas quoi. Donc finalement, on vous propose un plaisir pour vous forcer la main à acheter un produit qui lui-même est très très quelconque. Alors, je terminerai, parce que je voudrais quand même terminer. Tout ça, ça renvoie un petit peu à ce que j'appelle la culture de la pénurie. Enfin, quand nous sommes en période de pénurie, alors je pense évidemment à l'occupation des panneaux, enfin, la pénurie de vivres, la pénurie de choses gras, etc. Vous savez que pendant l'occupation, on mangeait des topinambours, des rutabagas, et toutes sortes de systèmes de substitution d'ersatz. D'ailleurs, on emploie le mot ersatz, qui est un mot allemand qui veut dire la substitution. Donc, effectivement, en période de pénurie, quand il n'y a rien à manger, ou quand il n'y a que des aliments extrêmement médiocres à manger, qu'est-ce que j'appelle des aliments médiocres? J'appelle des aliments médiocres notamment des aliments qui ne sont pas frais. Par exemple, de la semoule, c'est un aliment qui est plus médiocre que les pêches ou le steak, etc. Parce que c'est un aliment qu'on peut stocker facilement, qui ne vaut pas cher, et alors on va faire passer la pilule, d'ailleurs cette expression est tout à fait intéressante, on va faire passer la pilule, c'est-à-dire la pilule n'est pas bonne, mais on va mettre quelque chose par-dessus pour que la pilule passe. On dit par aussi de mettre du baume. On met une sorte de lot de consolation pour que ça passe quand même et que vous ayez un petit plaisir qui va faire oublier le déplaisir que vous avez eu par ailleurs, vous pourriez avoir par ailleurs. Il y a toutes sortes de façons de détourner l'attention. Et quand on est dans une situation de pénurie, c'est à ce moment-là qu'il faut être extrêmement vigilant, parce que la pénurie va déclencher une ingéniosité dans la création du plaisir. Parce que généralement, et ça c'est en sous-entendu de ce que je disais, c'est parce qu'il y a de la pénurie qu'on invente ce genre de stratagème. S'il manque quelque chose, ben, il faut trouver une solution pour que ce manque ne soit pas vécu de manière négative et qu'il ne provoque pas du rejet. Donc on va inventer quelque chose avec beaucoup d'ingéniosité pour que malgré tout ça passe. Je prends l'exemple on va prendre l'exemple effectivement du couscous par exemple. D'ailleurs, entre parenthèses, tous les plats régionaux que nous avons sont des plats trafiqués de toute façon. Tous les plats, que ce soit la choucroute, le cassoulet, le couscous, la paella, etc., sont des plats dont la base est extrêmement pauvre. Hein, c'est du chou, c'est de la semoule, ce sont des... Oui, c'est pour éviter d'être cannibale. Non, mais attendez une seconde. Tricher avec la mort. Non, mais je te note. Voilà. Ce sont des plats qui sont extrêmement pauvres et qui sont rachetés par l'ajout d'un petit peu de viande, d'un petit peu de ceci ou cela. Donc c'est pas du tout du végétarisme, au contraire, c'est un hommage au végétarisme, à la viande. Par exemple, prenez les cas des spaghettis bolognaises, c'est la même chose. Vous avez à la base, vous avez des spaghettis qui sont à peu près immangeables en tant que tels, mais qui vont être mangés parce que on va rajouter une sauce, une viande, un peu de ceci, etc. Donc, en fin de compte, au lieu d'avoir le produit lui-même qui soit complètement valable, on prend un produit qui n'a pas de valeur et on rajoute la pizza, c'est pareil, on prend une pâte qui est absolument inconsistante et on va mettre par-dessus un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Donc tout ça, c'est cette espèce de situation un peu perverse où on met du plaisir, on ajoute un peu de plaisir, un petit peu de satisfaction pour faire passer un produit qui est nul, qui est inconsistant, qui est inintéressant et qui est surtout inintéressant pour notre corps en plus. Donc effectivement, de même que par exemple le thé, que nos amis anglais aiment tant, le thé c'est vraiment le type même de l'escroquerie intellectuelle, le thé. C'est qu'on vous donne de l'eau chaude, et on rajoute quelques éléments pour donner du goût à cette eau chaude, et c'est génial. Donc c'est une nourriture qui a été faite par des sociétés extrêmement pauvres. C'est-à-dire qu'effectivement, l'eau ne coûte rien, l'eau chaude ne coûte rien, mais on va rajouter une tisane, une infusion pour donner du goût à l'ensemble. Donc ça, c'est un produit quand même, la théine, ça existe. Oui, mais c'est très peu de choses par rapport à la quantité d'eau que vous allez ingurgiter. Oui,
a besoin d'eau, le corps a besoin d'eau Oui. aussi. Comment? Oui, non mais c'est autre chose. Oui, alors Non, tu as raison, mais c'est autre chose. le corps a besoin d'eau, mais justement, alors s'il a besoin d'eau, il doit de l'eau. Et justement, on peut prendre de l'eau, on peut prendre une eau qui est, je dirais même une eau malsaine, une eau qui n'est pas potable, et du moment qu'on aura rajouté. Ça nous fait. Voilà, c'est tout le problème, c'est toujours la même chose. Si le produit lui-même est valable, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est de faire passer un produit qui n'est pas valable, par exemple une eau chlorée, par exemple, une eau chlorée, une eau qui a Il commence à s'énerver, donc effectivement. une eau qui a une odeur de chlore, ça peut être dissimulé, le goût du chlore qui aurait alarmé directement notre sensorialité gustative va être annihilé, va être bloqué par le fait que j'aurais ajouté de la camomille, du thé, du chocolat, et donc mon corps va quand même absorber une eau extrêmement défectueuse. Et c'est ça le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais absorber à mon corps, à mon cerveau, etc. C'est ça qui m'intéresse. Et bon, que moi, personnellement, je puisse avoir eu du plaisir à manger ceci ou cela, c'est une chose, mais je trompe, de ce faisant, je trompe mon propre corps, mon propre cerveau, je lui donne de mauvaises énergies, de mauvaises calories, etc. Donc si je veux voir, c'est qu'en fin de compte, finalement, nous sommes constamment entourés et nous sommes constamment assaillis par des stimuli qui nous conduisent à affaiblir notre système immunitaire, notre capacité de rejet. C'est finalement ça notre système immunitaire. Notre sensorialité déclenche du rejet. Rejet d'une mauvaise odeur, rejet d'un mauvais goût, rejet de quelque chose qui ne va pas, et donc ce sont des moyens de bloquer notre système de rejet. Voilà. Merci Jacques. Alors je trouve ça tout à fait intéressant parce que